Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live TV Branchet consacré ce soir à la conduite à tenir face à un événement indésirable grave au bloc opératoire. Alors merci déjà à toutes celles et ceux qui nous ont suivis lors du précédent live puisque vous étiez plus de 120 à suivre notre direct sur les revues de morbimortalité. Et donc ce soir, j'ai la chance d'avoir à mes côtés le docteur Patrick Georges Yavordios, anesthésiste réanimateur et président d'Aspro. Bonsoir Patrick. Bonsoir Julien. Et Marie Leroy, à ma gauche, qui est juriste chez Branchet au service défense et indemnisation. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oui, je suis juriste chez Branchet depuis 2 ans et souvent je suis le premier contact avec nos assurés quand ils appellent et justement qui sont face à ce genre de situation tel qu'un événement indésirable grave. Et aussi je suis l'interlocuteur tout le long du dossier et le lien entre le praticien et son équipe de défense. Merci Marie. Merci. Enfin, nous avons le docteur Frédéric Saillant qui est à distance et connecté en direct avec nous également. Bonsoir Frédéric. Frédéric est chirurgien orthopédiste et directeur du pôle orthopédie chez Branchet. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. Alors, lorsqu'un drame survient au bloc opératoire, quelle attitude avoir? Quelle attitude avoir dans l'immédiat? Comment l'annoncer aux patients, à ses proches? Et comment protéger ses collègues? Comment se protéger soi-même? Ce sont tous les points que nous allons essayer d'aborder ce soir lors de ce live. Et je donne la parole à Patrick Georges pour commencer avec une petite série de quiz. Merci. Alors tout d'abord pour dire que beaucoup de ces quiz sont issus de ce qu'on a comme questions pendant le H24. On est un certain nombre de médecins à répondre aux questions qui nous arrivent pendant le H24. Et c'est un petit peu cette compilation de questions qui nous a amené à se dire là, il y a peut-être quelque chose à faire et qui va intéresser tout le monde. Alors, vous allez voir, c'est des questions extrêmement simples. Alors d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, j'en profite, Patrick Georges, n'hésitez pas à les poser sur le live. Elles arrivent directement sur ma tablette et ensuite je peux les transmettre à nos experts ce soir. Alors d'abord, l'EIG, événement indésirable grave. Bon, vous savez, dans les événements indésirables associés aux soins, il y a du pas grave, c'est l'EPR, c'est juste un événement porteur de risque. Il y a toutes les zones intermédiaires et puis il y a ce qui est grave. Là, ce soir, on a parlé de drame, donc on va au moins parler de ce qui est grave. Alors, l'EIG doit-il être déclaré à l'ARS? Oui ou non? Binaire. Alors, on attend les votes, voilà, ça arrive. 10, 11. Voilà, n'hésitez pas à voter en direct. Allez-y, votez. Voilà, ça y est. Là, c'est question simple. Ça continue à monter. Ah, petite musique. C'est bon? C'est bon, on est à 22 votes. Voilà, c'est mou, là, il faut voter. Allez, Surtout quiz que suivant. la question est très difficile. Alors oui, bien sûr, c'est obligatoire. Après, on pourrait discuter de savoir, la gravité, il y a encore toute une échelle. Mais bon, retenez, l'EIG doit être déclaré à l'ARS. Alors, on en parlera au cours de ces présentations. Ouais. On va faire défiler les différentes questions en introduction. Et puis ensuite, on sollicitera nos experts pour justement qu'ils nous expliquent pourquoi est-ce qu'on doit, est-ce que l'on peut, est-ce que l'on doit. Donc, je te laisse continuer. On parle d'EIG en cas de décès, lorsque le pronostic vital est engagé, lorsque la conséquence est un déficit fonctionnel permanent, lorsque l'événement était attendu eu égard à l'état du patient. Allez-y. Il peut y avoir plusieurs réponses justes. Alors, les votes arrivent petit à petit, mais nous avions 37 votes lors de la première question. Pourtant, ça monte. Voilà, normalement, vous êtes un peu plus de 200 inscrits, donc allez-y, il y a de la marge. Très bien. Voilà, ça grimpe. Encore quelques secondes. 3, 2, 1. Voilà, on va passer à la question suivante. Réponse, en cas de décès, pronostic, conséquences. Bon, de toute façon, on va reparler de tout ça. C'est juste pour voir un peu le niveau de départ. Quiz 3. En cas d'EIG péropératoire, bien récupéré et sans séquelles. Les mots ont un sens.
Pour le patient, je ne dis rien au patient. Je lui explique tout. Je dois demander la conduite à tenir à l'assureur et j'efface les traces dans le dossier. Très Attention, difficile. il y a hein, un Patrick. piège. Non, pas de piège. Hein. Question qui nous arrive dans les H24, les 4. Voilà, 7 votes sur les 37 qui ont voté lors des 2 premières questions. C'est en train d'arriver, on se donne encore quelques secondes. « 26, 28, 30. » Voilà. On va y être. Je ne dis rien au patient. Faux, je lui explique tout. Vrai, la conduite à tenir à l'assureur. Faux, j'efface les traces dans le dossier. Bon. A priori, c'est faux. Ça existe ça, Ça, on passe c'est- les traces dans le dossier? En tout cas, ça existe qu'on nous pose la question. Ça, c'est une D'accord. question, Question, qu'on a, fréquente, même hein. au téléphone, Bah, c'est vrai qu'on a... On le reverra tout à l'heure, mais on reviendra dessus. Ouais. Peut-on faire une RMM, revue de morbimortalité, dont on a longuement parlé la dernière fois, en cas d'EIG? Réponse binaire. Allez-y. C'est parti pour les votes. Ceux qui étaient là la dernière fois, là, doivent savoir. Alors effectivement, hein, comme disait Patrick Georges, vous êtes plus de 200 inscrits au live de ce soir. Donc il faut y aller hein, sur les votes. Ça augmente de question en question. Vous étiez 37 à la première question, plus de 46 à la troisième. Le temps que tout le monde arrive. Il y a peut-être de ça aussi, hein, Oui, c'est vrai qu'on a commencé à l'heure. pour une fois. Les réponses. Bah oui. Alors- Sans arrière-pensée. On verra effectivement tout à l'heure si on peut, si on doit, si c'est conseillé. Mais effectivement, on verra cette subtilité. Plus de 55 personnes qui ont voté à ce QCM. Et donc le dernier quiz. Après la survenue d'un EIG, qui doit rencontrer la famille? Alors, le médecin référent du patient tout seul, médecin référent, ça a un sens en termes d'hospitalisation. Hein. Le médecin impliqué dans la survenue de l'EIG tout seul, qui n'est pas forcément le médecin référent, qui peut être un médecin intervenant, les deux ensemble, c'est-à-dire le référent, même s'il n'était pas là, et celui qui a été impliqué dans l'histoire, le directeur de l'établissement tout seul. Encore une fois, question posée, en vrai. Alors les votes arrivent et ça augmente à chaque question. Hein. Plus de 55 réponses au quiz précédent. Donc on va laisser un petit peu de temps pour que tout le monde puisse voter. On va bientôt y être. Sachant que les réponses à cette question, bon, à part sont pas, on peut en discuter, quoi, dans certains cas. Hein. C'est pas vraiment C'est pas gravé dans le universel, marbre. oui. Hein, non. D'accord. C'est bon. C'est tout bon. Alors, le médecin référent du patient seul, c'est faux. Mais d'un autre côté, on peut considérer que dans certains cas, s'il a été le seul à intervenir, bien sûr que c'est lui. Si le deuxième acteur du bloc, qui peut être le chirurgien, l'anesthésiste, peu importe en le cas, bah, tout peut se discuter. Mais a priori, il vaut mieux que celui qui était impliqué dans l'EIG, voilà, ou ce sont les deux ensemble, c'est mieux pour montrer la cohésion de l'équipe. Quant au directeur de l'établissement seul, non. Ah, il peut y avoir des situations, les week-ends ou en garde, où pour le coup on n'est pas en nombre et où on peut être seul. Est-ce que nous conseille d'y aller avec un autre membre de l'équipe, pas forcément un médecin? Je pense que c'est mieux, mais en tous les cas, on ne laisse pas le directeur de l'établissement aller annoncer quelque chose. Là, c'est dramatique, c'est une fuite médicale dans ce cas-là, de responsabilité. D'accord. Bon, voilà, donc après avoir situé un petit peu le contexte, alors de quoi on parle, quoi? Alors, un événement indésirable grave, il y a une définition très précise. Hein, c'est un événement qui est inattendu, on ne s'attendait pas, parce que au regard de l'état de santé, de la pathologie de la personne, donc ça c'est important de connaître cette définition-là. Et les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Donc ça, éventuellement, puisque c'est encadré par un décret, l'histoire de l'anomalie ou de la malformation congénitale,
Marie, éventuellement, s'il y a un petit complément, une précision à faire sur ce qu'on entend par là, l'anomalie ou la malformation congénitale. La malformation congénitale, le médecin, il n'est pas pour grand-chose là-dedans. Hein. Est-ce qu'il y a une remarque là-dessus à faire à ce niveau-là ou pas ? Moi, je pense que déjà, la remarque principale à faire par rapport à cette définition, c'est que c'est une définition qui est large, qui est générale, ce qui veut dire que les critères ils doivent être discutés par rapport au premier adjectif, c'est-à-dire inattendu. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai envie de dire que la malformation congénitale, il faut qu'elle soit inattendue. Et c'est ça aussi qui va permettre de dire, oui, on est dans le cadre d'un événement indésirable grave. Si vous voulez, il faut prendre la définition dans son ensemble pour bien percevoir dans quel cas on est dans un contexte de gravité qui justifie et qui implique les obligations dont on va parler tout à l'heure, obligations qui vont découler à la fois du Code de la santé publique et du Code de déontologie et plus généralement du contrat patient-médecin. Est-ce qu'il y a une définition, Marie, de l'inattendu, une définition juridique ? Est-ce que, je ne sais pas, c'est dans moins de 30% des cas par rapport à la littérature ? Est-ce qu'il y a... Alors, disons que le terme inattendu juridiquement, ça ne signifie pas grand-chose, mais on comprend bien dans la définition que l'événement inattendu, c'est une complication, par exemple, qui ne figure pas dans la fiche d'information qui a été donnée au patient. C'est quelque chose, c'est un événement, un dommage qui n'était pas prévisible et qu'on ne pouvait pas anticiper par telle ou telle conduite à tenir de l'équipe médicale. Ou qui n'était pas prévisible dans l'information qu'on donne en amont. D'accord, d'où l'importance du contenu de cette information préalable, on le verra, je pense, tout à l'heure avec Patrick. Merci, c'est bien de refixer un petit peu les choses, parce que des fois, on ne sait pas de quoi on parle. Bon alors, vous savez, on a tout un tas de systèmes pour éviter qu'arrive un événement indésirable associé aux soins, un EIAS. Hein. Donc on a ce qu'on appelle les barrières de prévention. Alors, les barrières de prévention, c'est quoi ? C'est toutes les recommandations professionnelles, c'est tout ce qu'on fait au quotidien en essayant de faire correctement son métier le mieux possible pour éviter que survienne un accident. Voilà, ça c'est ce qu'on utilise tous les jours. Et puis, quelquefois, vous connaissez sûrement le schéma de Rison avec les tranches de fromage suisse, avec des trous, tout ça bouge. Et puis, quelquefois, malgré toutes nos précautions, l'accident survient, ou bien parce qu'on n'a pas été justement assez précautionneux. Bon. Et si je puis me permettre, en fait, le fait qu'il y ait une possibilité de précaution, ça revient avec la définition de l'inattendu. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cas de force majeure comme on a dans des contrats où on peut se dire si jamais, quand il n'y avait pas le Covid, on ne savait pas que ça pouvait nous arriver, mais par exemple, le Covid, ça peut être défini comme un cas de force majeure. L'inattendu, c'est pas tout à fait ça. On est dans un cadre où il y a une prévention qui peut être possible, mais c'est pas quelque chose qui est forcément entièrement prévisible. Alors donc, on est dans le cas de figure où toutes nos barrières de prévention ont rompu. Donc l'événement est arrivé. Et toutes ces barrières-là, prenons l'exemple de quelque chose d'extrêmement simple, la checklist chirurgicale, c'est la barrière ultime qui va destiner à empêcher l'oubli d'une antibioprophylaxie péri-interventionnelle, par exemple. Hein. Donc, si on n'a pas fait ce qu'il fallait dans la checklist, on a mal fait, on a oublié une des barrières, et donc l'événement indésirable qui est de ne pas réaliser l'antibioprophylaxie va se réaliser. Donc les barrières de prévention, c'est ça. D'accord. Et puis, il y a les barrières de récupération. Alors c'est quoi une barrière de récupération ? C'est le stade d'après, l'événement indésirable s'est produit, hein. Et puis, ce qu'on veut, c'est surtout essayer de limiter la casse, en gros, tout de suite. Donc, l'erreur, elle a été commise, mais on va la récupérer. Par exemple, si on prend l'antibioprophylaxie, elle a été prescrite, et puis l'infirmière doit injecter l'antibiotique, et puis elle se rend compte qu'en fait, le patient, il est allergique à cet antibiotique. Donc, la récupération de l'événement indésirable qui était d'une mauvaise prescription, elle s'en est rendue compte et on va injecter un autre antibiotique. Donc là, la récupération de l'événement indésirable, c'est un exemple simple, mais c'est ça.
Et ça, c'est donc dans le petit schéma de la HAS que vous voyez au-dessus, c'est la phase d'après. Et puis après, c'est la troisième barrière, ce qu'on appelle la barrière d'atténuation. Donc l'événement s'est produit, on a réussi ou pas à corriger, mais il va se passer quelque chose après. Et ce qu'il faut éviter après, c'est que ça s'aggrave. Donc on va essayer de prendre des mesures d'atténuation. L'accident, il a eu lieu, mais il faut éviter que les conséquences continuent de l'aggraver. Alors par exemple, si on prend notre exemple d'antibiotique, là, il n'a pas eu ses antibiotiques, son antibiopraxie, puis il va faire un choc septique, il va faire une histoire infectieuse, mais on a eu quand même l'intelligence de faire des hémocultures assez rapidement, on a identifié le germe, et puis c'était grave parce que c'était un choc septique qui commence à débuter, on avait les lits de réanimation, on avait tout fait, et donc on a pu tout de suite entamer un traitement dans un bon endroit adapté. Donc là, on a atténué les conséquences de l'événement indésirable initial. Donc ça, je dirais que c'est de la pratique médicale quotidienne, tout ça. Mais si on décompose les phases, on comprend mieux le cheminement. Donc prévention, récupération, atténuation. Voilà. C'est les trois types de barrières qui permettent de limiter l'impact d'un événement indésirable grave au bloc opératoire. Mais ce que je trouve intéressant de souligner aussi par rapport à ces 3 étapes qui sont définies par la HAS et qui normalement sont définies dans la technique médicale, c'est qu'on peut tout à fait avoir ces 3 étapes aussi dans la prévention, l'atténuation et la récupération sur le plan traçabilité juridique, prévention du sinistre en fait. Et on peut à chaque étape se dire, avoir des réflexes et se dire, en prévention, je peux faire telle chose. Et en atténuation, il y a des choses à faire a posteriori. Ça, c'est quand la deuxième partie, quand on voit qu'on va être mis en cause et comment on va faire pour atténuer. En fait, à ce moment-là, l'événement indésirable devient la mise en cause. Comment est-ce qu'on s'est déplacé. Mais si on se situe purement au niveau médical, lorsqu'on est dans l'action de l'acte médical, ce sont ces 3 choses-là. Donc, ce qui va nous intéresser après, c'est comment atténuer les conséquences. Donc on va décliner comment atténuer les conséquences pour le patient, pour le médecin, pour l'environnement. Donc atténuer les conséquences pour le patient. Là, on est aidé par le référentiel de certification de la HAS qui explique un petit peu ce que c'est que la pertinence des soins. Donc c'est pour prouvoir la pertinence des soins, c'est toutes les actions en fait, qui vont permettre d'avoir le bon patient au bon endroit et au bon moment et qu'on lui fasse la bonne chose. Donc et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que si on prend un exemple simple, il ne faut pas mettre en étage un patient dont l'état va laisser supposer l'évolution vers un choc septique. Donc ça voudrait dire dans ce cas-là qu'on n'a pas fait le bon acte, que c'était probablement le bon patient et qu'il n'était pas au bon endroit. Donc il faut chaque fois penser à ces 4 l'acte, le patient, l'endroit et le bon moment. Parce qu'avec ça, on arrive à trouver tout un tas de trucs. Par exemple, une compression médulaire, on a assez peu de temps pour éviter que ça devienne un drame si on passe le moment de la décompression. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir avoir eu le diagnostic, l'imagerie qui va avec, le bloc opératoire qui permet de prendre très rapidement en compte, et ensuite éventuellement des lits de soins critiques s'ils ne sont pas dans l'établissement où se passe l'événement indésirable. Il faut avoir des conventions rapides parce que le chronomètre est lancé. Et voilà, l'imagerie pertinente, le délai, la mutation aux soins critiques organisée par convention. Donc ça, c'est atténuer les conséquences pour le patient. De toute façon, on met toujours le patient au centre du débat. Ça, c'est évident. Donc voilà. C'est ce qu'on peut faire pour lui, le mettre les meilleurs soins au bon endroit et au bon moment. Ensuite, on se dit, oui, mais il y a eu un patient, ok, mais il va y en avoir d'autres. Dans un bloc opératoire, il s'est passé un événement indésirable, mais éventuellement, si on n'a pas tout à fait compris de quoi il s'agit, il faut vite essayer de faire un diagnostic. Imaginons une histoire matérielle ou de médicaments avec des confusions dans les rangements et puis qu'on fait des surdosages, ce qui arrive. Donc il faut comprendre pour éviter de récidiver sur le patient d'après. C'est la notion de seconde victime, ou troisième, énième victime, ou c'est pas tout à fait la même chose ? C'est pas tout à fait la même chose. La deuxième victime, on va le revoir un petit peu plus loin. Là, c'est par exemple, on a un problème, puisque en SSPI, tous les patients
se rendorment. D'accord. Puis ils ont une détresse respiratoire. On ne comprend pas. On a prescrit une dose de morphine adaptée, mais chaque fois, même problème. Donc en fait, on essaye rapidement de comprendre et on se rend compte que la dernière livraison a donné une concentration qui est 10 fois, 100 fois supérieure à l'habitude. Donc on s'en rend compte. Tous les patients qui ont été remis dans les étages, on fonce les voir pour regarder qu'il n'y a pas une... Donc on essaye d'atténuer les conséquences pour les autres patients. C'est une véritable enquête. Ah bah c'est une enquête, c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Donc en l'absence d'explication, il faut identifier type scène de crime. Il y a un endroit, il s'est passé un truc gravissime sur un patient, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est peut-être un médicament, c'est peut-être un respirateur qui n'a pas marché, on ne sait pas, enfin tout un tas de trucs imaginables. Donc on laisse tourner le matériel, on s'occupe du patient, et dès qu'on a mis le patient à l'abri, on va tout de suite regarder ce qui se passe. On va fouiller les poubelles, on va laisser tourner les respirateurs. Et si par exemple on pense qu'il y a peut-être une histoire d'erreur médicamenteuse, on va regarder dans les poubelles, on va regarder les ampoules, les vides, on va regarder les zones de stockage. Ah bah oui, forcément on a confondu, on n'a pas mis les bons, on les a pris. Voilà. Donc, ça c'est extrêmement important. Si c'est un dysfonctionnement de matériel, de machine, que ce soit un respirateur, que ce soit un insufflateur de célioscopie, je dis ça parce qu'on a eu 2-3 fois des déclarations là-dessus, ou bien un réchauffeur, si un truc qui ne marche pas, c'est évident que s'il a brûlé un malade, il ne faut pas le remettre au suivant. Mais encore faut-il pouvoir l'identifier. Et puis des fois on ne le sait pas, on ne comprend Et pas voilà, ce qui se passe. On ne sait pas. Donc c'est extrêmement important. On a mis le premier patient, mais on réfléchit pour pas qu'il y en ait un deuxième qui soit... Et puis, en cas de IG particulièrement grave, ça c'est extrêmement important, c'est qu'il faut mettre l'équipe au repos. Si vous avez un décès inattendu au cours d'un programme opératoire, on ne peut raisonnablement pas penser que si la réanimation, tout ce qu'on a fait a échoué, on ne peut pas enchaîner un programme opératoire comme s'il ne s'était rien passé avec la même équipe. Là, c'est pas possible. Il faut dans ce cas-là arrêter, il faut repartir sur des bases. Puisque là, on est sûr qu'on va faire prendre des risques à d'autres patients, donc là, on arrête. Après, ça peut être éventuellement mal perçu par les équipes, non, cette mise à l'écart? Ouais. Alors que c'est parfois pour les protéger eux-mêmes. Oui, c'est pour les protéger, mais généralement, il y a un peu de... Les gens sont choqués quand même. Et ils comprennent bien qu'on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé, quoi. Donc ça, c'est vraiment le conseil qui est donné, et franchement, ça passe bien. D'accord. En tout cas, c'est celui qu'on donne lorsqu'on est sollicité. Non, mais là, vous arrêtez, vous allez réfléchir, vous allez écrire, mais stop, vous arrêtez. Donc idéalement, il faut aussi que les équipes soient organisées pour pouvoir mettre au repos les équipes, celles et ceux qui ont eu à faire face à cet événement indésirable grave, et donc les remplacer sur Alors le terrain. bien sûr que ça touche, ça va surtout concerner la chirurgie fonctionnelle. Si on est en chirurgie d'urgence, ça va être plus compliqué à gérer. Mais en tous les cas, il faut tendre vers ça. On ne peut pas, lorsqu'une histoire très grave, on ne peut pas s'asseoir dessus et faire comme si elle ne s'était pas produite. Donc ça, c'était pour les autres patients. Alors après, atténuer les conséquences, communication avec le patient ou la famille. On est souvent sollicité dans des situations dramatiques. Il vient de se produire quelque chose de grave, un décès au bloc opératoire, par exemple. Le patient est encore sur la table et puis on a des appels en disant la famille va arriver. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, quoi? Comment est-ce qu'il faut les aborder? Les médecins sont pas bien, la famille arrive, c'est très très compliqué. Donc là, il y a un petit peu des formations, il y a un peu des attitudes à essayer de reconnaître. Et là, vous avez un document qui est intéressant, qui a été fait par l'HAS, c'est annonce d'un dommage associé aux soins. Alors l'annonce d'un dommage associé aux soins, il y a l'extrême urgence dont je vous parle, et puis il y a évidemment tout le reste quand il y a un diagnostic, mais là, on n'est pas dans l'aigu, et on a plus de temps. Et Frédéric Saillant va nous parler un petit peu des recommandations, enfin de ce qui peut nous dire là-dessus, Fred. Alors oui, rebonjour à tous ou à ceux qu'on n'a pas eu au départ. Bonsoir donc, Frédéric. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien et j'en profite pour relancer un peu tous nos spectateurs pour qu'ils n'hésitent pas à poser leurs questions sur les chats. On a déjà certaines questions auxquelles je sais que tu vas répondre, mais on a aussi une question juste avant de lancer ta présentation. On me demande, en cas d'oubli d'antibioprophylaxie et survenue d'une infection nosocomiale, d'un événement indésirable grave, comment seraient réparties les responsabilités entre
un anesthésiste, un chirurgien, l'infirmière de bloc opératoire, l'établissement lui-même. Est-ce que c'est un tiers, un tiers, un tiers? Est-ce que c'est 100% pour l'anesthésiste? Alors, ce n'est pas une question directement en lien avec l'événement indésirable grave, mais c'est vrai que la notion de responsabilité est quand même bien présente derrière la survenue de cet événement. Alors tout à fait. Alors j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de réponse claire et précise. Tout dépend du contexte, on s'en doute bien. Tout dépend de à quelle étape est survenue l'erreur humaine qui a engendré cette erreur. Donc il faut bien voir qu'il y a la répartition forcément des responsabilités entre tous les intervenants. Évidemment, si c'est une action, par exemple la checklist, si ça doit être vérifié par tel ou tel intervenant, tous les intervenants qui étaient censés avoir un regard sur cette checklist, potentiellement, si la checklist est mal faite, mal vérifiée, vont avoir une responsabilité. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vraiment vous dire, oui, ça va être 50-50, le chirurgien, l'anesthésiste, et parfois un tiers à l'établissement. Il n'y a pas de règle. Ça dépend donc de là où est l'erreur, qui n'a pas vérifié, qui avait obligation de vérifier, en fonction aussi du process qui est défini par les chartes des établissements par rapport à ça. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose de défini? Est-ce que c'est simplement le suivi des recommandations HAS ou pas? D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une procédure? Donc, Elle a été suivie? Donc ça, vraiment, je ne peux pas être plus précise que cela. C'est au cas par cas. Mais bien sûr, dans chaque dossier, on est amené à en discuter avec nos assurés. La meilleure attitude en termes de prévention serait de considérer que le patient est au centre des préoccupations de tout le monde et que c'est le souci de tout le monde. C'est ça. Très bien. Parfait. Frédéric, on te laisse la parole cette fois-ci. J'en profite pour répondre un peu à la question complétée. Par habitude, en expertise, la réponse à la question quand il y a un problème sur l'antibioprophylaxie, c'est 50-50. C'est 50% pour le chirurgien, 50% pour l'anesthésiste. En expertise, c'est quasiment toujours comme ça. Le chirurgien est responsable à hauteur de 50%. C'est comme ça que c'est habituellement décidé par les experts. Et l'anesthésiste doit bien sûr pousser l'antibiotique et le noter sur la feuille. Donc, je vous rappelle que c'est normalement 30 minutes. L'injection de l'antibiotique, c'est à peu près 30 minutes avant l'incision. La dose doit être respectée, tenir compte du poids du patient et de son BMI. Et ça doit être noté sur la feuille d'anesthésie, l'horaire exact et la dose ainsi que la molécule. Voilà, c'était juste pour compléter la réponse. Merci Frédéric. Concernant l'annonce, oui, donc je vais compléter un peu ce qu'a dit Patrick Georges. Donc l'annonce d'un dommage, je vais vous donner, diapo suivante, quelques définitions. On va revenir un petit peu sur les définitions. Alors, je vous rappelle qu'un dommage, donc là je parle d'un dommage en général dans la définition qui est donnée par la HAS. On n'est pas stricto sensu dans l'événement indésirable grave que Patrick Georges a très bien défini précédemment. Donc un dommage, c'est tout effet secondaire d'un médicament ou autre, tout événement qui modifie les suites prévisibles normales d'une intervention, ou une prolongation de l'hospitalisation par manque de place en SSR dans les suites d'une intervention, ou une plaie vasculaire péropératoire. Alors on vous laisse un premier QCM qui nous donne déjà quelques éléments. Avez-vous une idée de ce que peut constituer un dommage? Alors on va laisser les participants voter. C'est parti. Ça y est, ça avance à fond. Je vous donnerai bien sûr les réponses et la définition précise donc de la HAS. Alors les votes sont en train d'arriver, on en a bientôt une dizaine. On va attendre d'atteindre le nombre de participants, parce que tout à l'heure, à notre dernière question, au dernier quiz de Patrick Georges, on avait 76 votants. Donc on va attendre de nous approcher de ce niveau-là. Voilà. Bon, il y a des réponses qui sont simples. Il n'y a pas de gros pièges. On va avancer, effectivement, oui, on peut avancer. Avec la diapositive de réponse. Voilà, donc c'est tout événement qui modifie les suites prévisibles normales d'une intervention. C'est la définition de la HAS que je vous redonnerai. Bien sûr, une plaie vasculaire péropératoire est un dommage.
Une prolongation d'hospitalisation, non, bien entendu, et tout effet secondaire d'un médicament, non plus. Alors, la diapo suivante. Sont considérées comme vraies l'information préalable, donc fiche d'information, information orale et information sur texte avec des fiches que vous donnez, et le consentement éclairé participe à la préparation du patient, à la survenue éventuelle d'un dommage, vrai ou faux. L'annonce d'un dommage fait partie du contrat de soins entre le praticien et le médecin, vrai ou faux. En d'autres termes, est-ce que c'est une obligation d'annoncer un dommage? L'annonce d'un dommage doit être faite par la directrice des soins, la DSI, ou enfin la direction de l'établissement peut être partie prenante dans l'annonce d'un dommage dans certains cas. Là aussi, les réponses sont assez évidentes. On vous laisse voter, c'est parti. Alors vous pouvez, pour chaque QCM, commencer à voter dès que chacune des propositions est énoncée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que les 3 ou 4 propositions soient lues par Frédéric. Vous pouvez commencer à voter directement. Voilà, on va passer aux réponses. ABD, donc l'information et le consentement évidemment participent à la préparation du patient à un éventuel dommage. L'annonce fait partie de votre contrat de soins, absolument. C'est une obligation. En cas de dommage, vous devez annoncer au patient. Et enfin, la direction peut, dans certains cas, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Georges, dans les cas graves, dans les cas évidemment de complications très sérieuses, dans la majorité des dommages plus bénins, la direction n'est pas obligatoirement présente, évidemment. La diapo suivante. Alors, vous êtes à plus de 90%, vous êtes très fort ce soir, vous répondez juste à chaque fois aux bonnes propositions, ou les quiz sont peut-être trop faciles, on va voir. Ouais, bon, on ne va pas passer tous les quiz d'ailleurs, on avait convenu avec Patrick Georges qu'on s'arrêterait vers le 4e. Alors, sont considérés comme vrais, il existe un cadre juridique à l'annonce d'un dommage dans le code pénal, dans la procédure de certification des établissements de santé dans laquelle vous êtes impliqué en tant que praticien, l'information du patient en cas de dommage lié aux soins est une exigence. Et enfin, il existe un cadre juridique à l'annonce du dommage dans le code de santé publique et dans le code de déontologie. On a quelques questions plus législatives, dirons-nous. Donc Marie, on sollicitera. On attend les commentaires après. Marie connaît les réponses. Là, les votes sont en train d'arriver, ça y est. On va pouvoir avancer vers la diapositive de réponse. Oui. Voilà, donc c'est pas dans le code pénal. Voilà, c'est simplement ce qu'il fallait retenir. C'est dans le code de santé publique, dans le code de déontologie, et bien entendu, l'annonce du dommage fait partie de la démarche de certification des établissements. Un dernier QCM ? Allez, un dernier, puis après on passera à la présentation. Alors, sont considérés comme vrais, dans les suites d'un dommage, la tentative de dissimulation du dommage par le praticien peut exister. L'annonce du dommage peut être faite au conjoint, en lieu et place du patient, dans tous les cas. Tous les mots sont importants. Et enfin, l'annonce d'un dommage doit être idéalement faite par 1 ou 2 interlocuteurs, mais il faut en limiter le nombre. Alors évidemment, la réponse B, c'est par opposition aux patients qui seraient par exemple intubés, ventilés en réanimation. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui. C'est pas cette situation-là. Voilà. C'était pour vous sensibiliser à ce point. Et donc les réponses ? Et les réponses. Voilà, donc A et C sont vraies. Pour la C, je poursuis dans ce que disait Patrick Georges. C'est important, si possible, d'être 2 personnes pour faire l'annonce du dommage, les 2 praticiens. Par exemple, bon, là, on est dans le cadre du plateau lourd, donc l'anesthésiste et le chirurgien responsable. Mais en revanche, il faut essayer de limiter le nombre d'interlocuteurs. Plus vous avez d'interlocuteurs, plus vous avez de risques d'avoir des confusions et des versions contradictoires avec un patient qui va être perdu. J'y reviens dans la présentation.
Alors, je confirme que vous êtes très fort ce soir, puisque vous répondez juste à plus de 90%. Marie? Si je puis me permettre, en réaction avec le B de cette question, l'annonce du dommage peut être faite au conjoint en lieu et place du patient lui-même, dans des cas précis, le cas où effectivement il y a l'action de la personne de confiance qui est inscrite au dossier peut agir, parce que justement, comme vous le disiez tout à l'heure, le patient est incapable d'exprimer sa volonté. Et il faut bien avoir en tête aussi que parfois, il y a des patients, dans le cadre de leur volonté anticipée, qui ne souhaitent pas être informés dans telle ou telle circonstance de diagnostic. Donc ça, il faut juste l'avoir un peu... Ça peut faire partie des directives anticipées parfois. Voilà. D'accord. Juste Alors, en mémoire. Avant de continuer, simplement une réaction plutôt qu'une question de Marie Belloc, que l'on salue ce soir, qui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quant au partage de responsabilités en cas, par exemple, d'événements indésirables graves associés à une infection suite à un défaut d'antibioprophylaxie, Marie Belloc nous dit donc que le rôle des avocats consiste justement à essayer de faire bouger les lignes, et que donc ce partage 50-50 qu'évoquait Frédéric, il fait quasi systématiquement l'objet de discussions devant le juge. Voilà. Et tout dépendra du point de vue où on va se placer. C'est pour ça que j'hésitais à annoncer, je voulais pas alerter. C'est vrai que nous, en fait, quotidiennement, notre rôle, c'est d'essayer de défendre le fait que non, c'est pas, il n'y a pas une règle qui dit, non, à partir du moment où vous avez, vous, chirurgien et anesthésiste, tous les deux un droit de regard sur tel et tel élément pour vérifier l'antibioprophylaxie, eh bien, c'est 50-50. C'est ce qu'on essaye de faire dans le cadre de la défense, et c'est aussi notre plus-value. De l'importance, encore une fois, d'une procédure qui détaille un peu la responsabilité de chacun. C'est peut-être parce que, dans un but de simplification, l'expert va dire tout à fait, effectivement. Chacun 50-50, mais qu'en fait, après, en analysant finement, ça permet de dire oui, mais non, en fait. Peut-être que c'est plus trop 30-70. Voilà. Mais la réponse de Frédéric en tant que participant, défenseur dans une expertise, effectivement, je pense que là, l'expert va plutôt aller sur ce terrain-là, mais c'est qu'après, ça va se discuter différemment. Alors, on va laisser Frédéric, effectivement, continuer son exposé. Et j'ai sur le chat plusieurs questions auxquelles je ne doute pas qu'il réponde, en particulier quant aux modalités de déclaration de l'événement indésirable, quand est-ce qu'on déclare, qui est-ce qui déclare, etc. Donc, Frédéric, à toi. Ouais, tout à fait. Alors, je te remets la diapo suivante après les slides. Tout à fait. Donc la question qui va se poser, c'est pourquoi annoncer un dommage. Donc on peut faire avancer la diapo. En fait, la relation médecin-patient, elle repose sur ce qu'on appelle le contrat de soins. La relation que vous avez avec votre patient, elle repose sur le contrat de soins. Le patient, il vient vous voir, pas pour vous rencontrer, mais il vient vous voir pour être soigné. Voilà, c'est le but de sa visite. Et ce contrat de soins, il a comme vecteur la communication, en fait. C'est le vecteur fondamental de ce contrat de soins, c'est la communication. Si vous communiquez avec votre patient, vous devez, pour communiquer, oralement, bien entendu, dans un premier temps, mais là, comme on est dans le cadre d'éventuelles, malheureusement, de procédures, eh bien, l'autre vecteur, en plus de la communication orale, c'est l'information et le consentement éclairé que vous allez donner par une fiche d'information et par un document de consentement éclairé qui vont être des outils, en fait, de cette communication. Et donc, c'est ce qui va permettre vraiment de sceller cette relation médecin-patient. Il y a des règles éthiques implicites qu'on connaît tous, mais qui sont bonnes, à mon avis, de rappeler. Ces règles implicites de ce contrat de soins, c'est primum non nocere. On a tous entendu ça dans nos formations quand on était jeunes. Avant tout, ne pas nuire et soigner le patient. Et bien sûr, l'existence d'une confiance mutuelle. C'est-à-dire que le patient doit avoir confiance dans son praticien, mais vous devez, vous aussi, avoir la confiance, une confiance dans votre patient. Voilà, donc ça, c'est simplement pour rappeler pourquoi ce contrat de soins. La suite. Donc, le cadre juridique de ce contrat de soins dont je viens de parler, et donc aussi de l'éventuel dommage, de l'annonce du dommage, eh bien, il est écrit dans le Code de santé publique et dans le Code de déontologie. Donc, vous avez en plus du devoir moral et du devoir éthique d'annoncer un dommage, c'est-à-dire une complication à votre patient, vous avez une obligation légale. Cette obligation légale, elle est écrite, je ne vais pas vous donner le texte, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est marqué sous vos yeux. Voilà, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé et
toute personne ou ses ayants droit, dans les cas particuliers où la personne ne peut pas recevoir l'information, doit être informée par le professionnel et ou l'établissement de santé des circonstances et des causes de la survenue de ce dommage. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans le code de déontologie et le code de santé publique. C'est clair. La diapo suivante. Oui, ce que j'aurais aimé ajouter par rapport au premier article du Code de la santé publique, c'est qu'il est assez intéressant parce qu'il rappelle aussi que, en fait, c'est aux praticiens à qui il incombe de prouver. Et ça, c'est important de le rappeler, je trouve. C'est que c'est une preuve, certes, qui est par tout moyen. On rappelle que l'information, elle doit être de manière primordiale, c'est l'information orale. Mais ensuite, il faut tracer cette information orale pour qu'on puisse, s'il y a une quelconque difficulté, ou même vis-à-vis ensuite de la famille, dire, ben voilà, on s'est entrevu avec le patient et regardez, c'est marqué dans le dossier de consultation, tel point, ça a été discuté. Et ça peut permettre aussi d'apaiser les choses en fait directement. Et le premier biais, c'est donc l'information orale tracée dans le dossier médical et une information qui doit être claire, loyale et appropriée. C'est ce que rappelle le code de déontologie. Et clair, loyal et approprié, c'est aussi personnalisé par rapport à la possibilité de compréhension du patient. Je pense à une affaire à laquelle j'ai été confrontée où le patient ne parlait pas très bien français. Donc il y avait des dispositifs aussi de schéma qui pouvaient accompagner cette information. Donc le tout, c'est que ça soit compréhensible, que le patient puisse s'approprier les informations qu'on lui donne pour pouvoir accepter en pleine conscience les risques. Alors c'est important ce que tu dis là, mais autant quand on parle d'information aux patients, effectivement, cette information doit être appropriée et au besoin s'aider de schémas ou de dessins, en particulier pour certaines procédures chirurgicales parfois complexes. Oui. Mais dès lors qu'il va falloir informer par anticipation le patient des éventuels événements indésirables graves auxquels il peut être exposé, ça devient compliqué, non, d'informer le patient de façon appropriée, loyale et adaptée de tout ce qui peut lui arriver de mal? Comment on peut faire? En fait, j'ai souvent cette remarque et j'ai souvent cette question qui revient. On me dit, mais en fait, le patient, il va fuir en courant quand il va lire la fiche d'information avec toutes les complications listées. Je pense que la difficulté, et c'est comme l'objet de se former à communiquer à l'annonce aux familles, l'information, ça se travaille aussi. Ça se travaille en amont, à l'oral, présenter les choses. Un patient, il ne va pas forcément être exposé. Tous les patients ne sont pas exposés aux mêmes risques. Les risques, ils sont listés parce qu'ils doivent être listés dans des fiches spécifiques bien réglementées. Par contre, il y a certaines complications sur lesquelles on peut remettre l'accent. Par exemple, un patient qui fume, on va mettre l'accent sur la nécessité de l'arrêt du tabac pour les difficultés d'infection, de cicatrisation. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on est, je pense, dans une époque où on est de plus en plus confronté à par exemple, des procédures. Et de plus en plus, je ne dirais pas que ça se démocratise, mais on a beaucoup à faire à ce genre de problématiques. Et des fois, moi, j'ai même des courriers où directement, on me dit là, il y a un défaut d'information. Parce que ça, justement, dans la jurisprudence actuelle, il y a le préjudice autonome lié à l'information, la perte de chance liée à l'information. Même s'il n'y a pas eu de perte de chance, il peut y avoir un préjudice autonome du fait qu'on n'a pas informé le patient sur telle ou telle complication, même si ça n'a pas eu d'incidence. Et de ce fait-là, faire signer des fiches, c'est vraiment les fiches d'information spécifiques, c'est vraiment indispensable. Vous conseillez faire signer les fiches d'information. Faire signer les fiches d'information ou alors mentionner c'est ce que vous faites, Patrick Georges, faites signer les fiches d'information. Oui, bien sûr, tout signer, machin. Mais moi, il y a un moyen, tu disais, pour pas que le patient fuit, c'est vrai qu'il peut le faire fuir. C'est mais ça. Moi, il y a un moyen qui est préconisé pour le rassurer, c'est les échelles de risque comparées. Par exemple, tu dis au patient, vous pouvez mourir d'un accident de voiture, une chance sur 1000, mais par contre, vous allez avoir une anesthésie, vous êtes à 10-5. Donc en fait, vous avez plus de risques en venant
que sur l'intervention D'accord. qui va être parfaitement cadrée, sécurisée de ce qu'on va faire. Et là, les patients, ils disent « Ah ouais, mais si je monte l'Himalaya, là, c'est... Ah bah oui, je suis à 1 sur 100. » D'accord, ouais. Mais là, c'est 1 sur 1000. Ah, c'est 1 sur 150 000. Donc là, on a informé. Et oui, c'est grave. Et oui, il peut mourir. Mais le risque comparé, les échelles de risque. Et on en a plein, de trucs comme ça. Des échelles de risque. On dit, ah, regardez. Et donc, les patients, ça permet de décomprimer. On leur a dit, honnêtement, mais ils ont resitué les choses. Ouais. C'est ça. Et chaque fois, c'est un truc qui permet de s'en sortir pas mal, ça. On continue, Par rapport Fred ? à la fiche d'information, une autre petite précision que j'aurais souhaité apporter, parce que souvent on ne comprend pas pourquoi il faut faire signer ces fiches. Alors en fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement que la fiche soit signée, mais c'est qu'on puisse prouver la teneur de l'information et que tel risque a été évoqué. Alors quel est le meilleur moyen pour le prouver ? Voilà. Après, on peut toujours trouver un faisceau d'indices et regrouper des éléments. Que le document fait partie mais la des protocoles de service. la preuve maître, c'est celle-ci. Voilà. Oui, c'est plus compliqué parce qu'on sait très bien que même si on a fait l'information correcte au patient, il n'a pas forcément entendu. Parce qu'à ce moment-là, il était bloqué dans l'intervention, ce qu'on lui a annoncé, enfin bon, et il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Et c'est pour ça que quelques fois après, dans les expertises, tout le monde est choqué. Le médecin est choqué en disant « Je vous l'ai expliqué ». Le patient va répondre non parce qu'il a oublié. Et c'est là qu'on dit « Oui, mais là, l'expert va dire « Oui, mais vous l'avez lu, vous l'avez signé, donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous en a pas informé. » Alors ça fait réagir beaucoup sur le chat et je ne peux pas lire toutes les réactions, mais j'ai une petite phrase qui me semble bien résumer la situation. Informer le patient, c'est prendre du temps pour lui dire des choses que l'on n'a pas envie de lui dire à quelqu'un qui n'a pas envie de les entendre. C'est un peu ça. Bon. Frédéric, qu'est-ce que tu en penses ? Je te redonne la main. Oui, c'est tout à fait ça. Là, on a un peu dévié du sujet parce que là, on parle d'information préalable. Donc, Tout à fait. L'information préalable, elle est essentielle. On peut en discuter. Évidemment qu'il faut faire signer des fiches d'information. Évidemment qu'on donne des informations désagréables que les patients n'ont pas envie d'entendre. C'est vrai. Et comme le dit Marie, oui, il faut faire signer ces fiches d'information ainsi que le consentement, j'insiste, c'est-à-dire qu'il y a 2 documents à faire signer. Malheureusement, très peu le font au quotidien, les 2, si on veut vraiment pouvoir être bien défendu le jour malheureusement d'une éventuelle expertise. Donc voilà, je continue sur l'annonce du dommage, on recentre le sujet. Ce qui est attendu par les patients, et ça a été montré dans de nombreuses publications, je vous ai mis les références sur cette diapo si ça vous intéresse, c'est que déjà il est bien montré que la réaction du patient est fortement modulée par le comportement du praticien, du professionnel. Si vous êtes agressif, ça va mal se passer. Si vous êtes empathique, ça a beaucoup de chances de bien se passer, en tout cas de mieux se passer. Déjà, c'est un premier point. Et plusieurs études concordantes montrent que les attentes du patient sont les suivantes. Quand il y a un dommage, quand il y a une complication. D'abord, ils veulent comprendre exactement ce qui s'est passé. Je donnerai un exemple après. Ils veulent comprendre les conséquences de cet événement, de cette complication pour leur santé. Ils veulent savoir pourquoi l'événement est survenu. Est-ce qu'il y avait une anomalie anatomique ? Est-ce que vous avez fait, entre guillemets, une erreur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été oublié ? Et enfin, quelles ont été les actions correctives qui ont été réalisées, entreprises, pour corriger le problème et pour éviter que ça se reproduise ? Voilà, ça, c'est les éléments que vous allez avoir en tête quand vous avez préparé l'annonce d'un dommage. La diapo suivante. Donc, la suivante... Voilà. Le patient attend en fait, d'autre part, une reconnaissance du dommage, c'est-à-dire qu'il faut dire, il y a une complication, on reconnaît le fait qu'il y a eu une complication. Une transparente communication, ça c'est vraiment un élément important. S'ils sentent que vous êtes sincère et qu'il y a un échange clair, il y a moins de chances, beaucoup moins de chances d'avoir une expertise et une plainte derrière, et donc l'expression, bien entendu, d'une empathie, lorsque le dommage est consécutif à une erreur médicale, c'est-à-dire de prise en charge. Donc il faut reconnaître l'impact du dommage, c'est vraiment le maintien de la confiance qui existe entre vous et votre patient. Un patient peut très bien comprendre, si vous lui avez donné en plus une information préalable complète et correcte, il peut très bien comprendre qu'il peut y avoir une complication et que vous avez su faire face et gérer la complication.
Et ça a été montré aussi dans des publications que lorsque ça se passe comme ça dans les échanges, il y a beaucoup moins de plaintes et d'expertise. La diapo suivante. Alors la tentation de dissimulation, elle existe. Hein. On a des dossiers avec des tentatives de dissimulation, parfois quand elles sont souvent, très souvent découvertes avec des conséquences majeures. Plusieurs études ont montré que les patients ont tendance à porter plainte lorsqu'on ne répond pas à leurs attentes et non pas du fait qu'il y a eu une complication en elle-même et une erreur. C'est parce qu'on a mal géré en fait la complication, on a mal géré la communication. La prise en charge appropriée, c'est vraiment un gage de diminution du risque de plainte. Je ne sais pas si vous avez des remarques à faire sur ce point. J'avais des remarques sur le chat, justement, certaines personnes qui s'interrogeaient sur cette possibilité de dissimuler, parce qu'aujourd'hui, on a envie de dire, mais est-ce qu'on peut encore dissimuler entre l'informatisation des dossiers, entre le nombre de personnes qui sont présentes au bloc opératoire? Ça semble un peu fou d'essayer de dissimuler. Et pourtant, ça peut être, comme tu l'évoques, parfois peut-être l'anxiété, la culpabilité. Alors oui, déjà, il y a effectivement ça, hein, cette situation d'anxiété, de culpabilité, mais il y a aussi des praticiens qui ne notent pas tout simplement dans le dossier, comme Marie l'a suggéré tout à l'heure, il faut absolument tracer les échanges, tracer l'information, tracer ce qui a été discuté avec le patient. Et sans vouloir pour autant aller jusqu'à dissimuler, le fait de ne pas noter, de ne pas tracer, fait que le jour de l'éventuelle expertise, vous n'avez aucun élément pour prouver, pour justifier votre attitude d'explication. D'accord. Et si je puis me permettre, la reconnaissance de la matérialité des faits, ce n'est pas la reconnaissance de la responsabilité, et ça ne l'est jamais. Absolument. Et là, dans l'information et dans la définition de l'information du patient, c'est reconnaître ce qui s'est passé, en fait. C'est pas dire, surtout pas, j'ai fait une erreur, je me suis trompée. C'est pas ça, en fait. C'est simplement dire quels sont les faits. Et voilà quelle réaction on a eue pour pallier à ce qui s'est passé. Et c'est pas un aveu une reconnaissance de responsabilité, pas du tout. D'accord. Donc le patient, il attend qu'on lui dise vous avez fait un choc anaphylactique, on vous a injecté tel médicament, et pas qu'on dise on s'est trompé, on a fait une erreur. Je pense que cette franchise dans ce qui s'est passé, elle est appréciée. Parce qu'après, ça nous permet de dire mais voilà ce qu'on a fait après. Et on a réagi derrière. Ce qui s'est passé. Absolument. On a parfois des patients, des praticiens, qui confondent effectivement l'explication et la responsabilité. Donc c'est très important de souligner ce que vous venez de dire. C'est pas parce que vous reconnaissez un événement indésirable, une complication, que vous en êtes responsable. Ok. La diapo suivante. Voilà. Donc comment, quand et comment et quoi dire. Donc quand, immédiatement. Hein, quand vous avez une complication, un dommage, il faut le dire tout de suite. Dans le texte de l'HAS, on vous donne 15 jours pour le faire, mais 15 jours, c'est beaucoup trop long. Vous n'allez pas attendre 15 jours pour annoncer une éventuelle infection d'une prothèse, par exemple. Vous allez annoncer ça au patient dès que vous avez l'information. Donc, idéalement, évidemment, le jour même, hein, au calme. Si c'est pas possible le jour même, éventuellement le lendemain, mais ça doit être très rapide. Tout dépend aussi du niveau de gravité. Donc une infection, je prends l'exemple de l'infection parce que c'est souvent, c'est assez fréquent. Donc dès que le diagnostic il est connu ou suspecté, ne pas attendre que le patient l'apprenne autrement, ce qui a un effet totalement catastrophique. Le patient qui reçoit le résultat d'un examen que vous avez, vous, en votre possession déjà depuis une semaine, c'est évidemment une catastrophe, puisqu'il y aura une perte de confiance et un climat de suspicion qui va s'installer. On a tout à y gagner, donc la confiance du patient, on écarte un facteur aggravant. Et souvent, le patient dit, bah oui, il m'en a parlé tout de suite, il m'a expliqué, et puis il m'a expliqué également qu'est-ce qu'il avait fait pour traiter cette infection. La diapo suivante. Voilà, donc annoncer sans délai. Alors, le praticien qui doit faire l'annonce, c'est évidemment le praticien responsable, c'est celui qui est responsable du patient, en tout cas du geste principal. Donc là, je me mets dans le cadre du bloc opératoire, donc ça va être le chirurgien ou l'anesthésiste selon le dommage. Idéalement, les deux ensemble, hein, qui vont se mettre d'accord et puis qui vont établir une stratégie d'annonce.
Donc c'est un ou deux interlocuteurs privilégiés. Il faut éviter de multiplier les intervenants et surtout ne pas arriver à une situation où vous avez l'infirmière ou le kiné à l'étage qui va annoncer le soir au patient, ah bah oui, c'est vous qui avez la fracture du fémur pendant la mise en place de la prothèse. Voilà, ça, c'est un effet qui est dramatique. Donc, il faut que ça soit le chirurgien, l'anesthésiste qui, évidemment, passe expliquer au patient avant tout autre intervenant pour éviter, encore une fois, la perte de confiance. Alors, j'ai une question, Frédéric. On me demande que faire lorsque dans l'équipe, il n'y a pas d'entente sur le fait qu'il faut informer le patient. Ce qu'il faut lui dire et la manière de le faire. Si une partie de l'équipe est empathique, l'autre partie est plutôt sur la défensive. Bah là, il faut vraiment se mettre d'accord. Et c'est une question. Alors là, avant tout, il faut que l'équipe soit soudée. C'est évident. Il faut avoir une équipe de praticiens qui s'entendent, un anesthésiste et un chirurgien qui travaillent main dans la main. Je sais que c'est prêcher pour un monde idéal, qui n'est pas toujours le cas, mais il faut impérativement que les deux intervenants éventuels se mettent d'accord. Bon, si vraiment il y a un conflit, on peut faire intervenir une troisième personne pour faire juge de paix ou éventuellement la direction, enfin voilà, une autre autorité. Et puis, bon, si c'est un problème plutôt chirurgical, c'est quand même le chirurgien qui va avoir le dernier mot, disons. Si c'est plutôt un problème anesthésique, ça sera plutôt l'anesthésiste. Mais il faut réussir à se mettre d'accord sur une version et sur la manière de procéder. Et de toutes les façons, la communication, l'empathie, la discussion vaut toujours mieux que l'agressivité, c'est évident. Puis tu nous as donné des éléments concrets avec les travaux là, dans la littérature. Oui. Informer le patient, c'est réduire le nombre de plaintes, c'est réduire le montant des indemnisations. Donc, quel que soit l'état d'esprit des uns ou des autres, on a tous intérêt à délivrer une information au patient. Ça, c'est vraiment le premier contact que le patient ou la famille qui est meurtri, en quelque sorte, qui ne comprend pas, et tout se joue à ce moment-là. Hein. La suite se joue là. Soit on a bien fait, et si c'est mal fait, c'est extrêmement compliqué à réparer. Oui, souvent les expertises sont vraiment désamorcées s'il y a eu une bonne communication et c'est vraiment le nerf de la guerre si vous voulez éviter une plainte, quelle qu'ait été la complication. J'y reviendrai un petit peu après, mais il est important aussi peut-être de pouvoir prendre un temps de réflexion et de discussion en impliquant les différents intervenants. Je reviens à l'histoire de l'infirmière et du kiné. Une fois que l'anesthésiste et le chirurgien se sont mis d'accord sur la version et les termes à employer, il faut aller voir l'infirmière de la salle qui est responsable du patient et lui dire, prendre un quart d'heure pour lui expliquer, lui dire voilà, il y a eu telle complication, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a décidé, voilà quel va être le traitement, qu'elle soit informée et qu'elle puisse, elle aussi, avoir la même attitude que les praticiens auprès du patient, parce que le patient ne va pas manquer d'interviewer l'infirmière, ça, on peut en être certain. C'est clair. Alors, il faut qu'on avance, hein. C'est un sujet passionnant et on n'a pas assez de temps pour tout aborder. Alors, en quelques mots, mais donc, la qui doit faire la déclaration? Enfin, qui doit faire l'annonce? Ah ben voilà, donc bon, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est le praticien. Bon, il y a un document de la HAS que je vous invite à lire, qui est très très bien fait sur Internet, que vous trouverez sur Internet très facilement. Je vous montrerai quelques images après. Okay. Alors, l'équipe médicale et paramédicale doit être informée de la complication. Donc là, on n'est plus sur le patient, mais c'est ce que je venais de dire à l'instant. Il faut informer le chirurgien, l'anesthésiste bien sûr, mais ensuite, en plus du patient et de ses ayants droit, l'équipe d'infirmières, de kinés, le cas échéant, on l'a dit, la direction, ça n'est pas obligatoire, mais quand il y a un événement grave, comme un décès, comme une complication majeure, évidemment, la direction doit être informée. Et puis, les autres médecins, je pense par exemple quand vous avez une liste d'astreinte, il y a eu un événement indésirable grave ou moins sévère, mais en tout cas significatif, il faut informer les médecins qui vont être d'astreinte dans les jours suivants ou pendant le week-end, évidemment, de cet événement. Et que là encore, ce sont des intervenants qui seront présents pendant le week-end. Vous ne serez pas là, il faut qu'ils aient l'information. Voilà. Diapo suivante. Donc comment? Une seule version. Annonce des faits, voilà, une version simple et définitive, n'essayez pas de compliquer les choses, il faut tout dire, c'est-à-dire qu'il faut toujours dire la vérité, il faut simplifier sans masquer. Le pire, c'est d'avoir plusieurs versions qui sont généralement involontaires, hein, mais qui sont contradictoires, parce que là, le patient va perdre confiance et va être perdu dans les explications. Donc, donner, c'est ce que j'ai dit à l'instant, des consignes aux équipes. Diapo suivante.
Voilà, une seule version concertée. Alors, je donne un exemple. Bon, moi, je suis orthopédiste, alors je donne un exemple d'orthopédiste. Prothèse de hanche, 78 ans, patient ostéoporotique. Pendant l'opération, fracture du fémur. Voilà, le chirurgien répare, il fait une ostéosynthèse. Donc, c'est un geste qui est plus long, 1 heure de plus de chirurgie, cerclage un peu difficile, une tige plus longue, bref, ça saigne davantage. Le chirurgien, l'anesthésiste décide de ne rien dire parce que finalement, tout va très bien. Le patient sort et on lui donne rendez-vous à 2 mois post-opératoire. La cicatrice est un peu plus longue, mais le patient s'en est pas aperçu. Bon, à 5 semaines, la cicatrice est inflammatoire, il y a un écoulement. Le patient est réadressé par son médecin traitant. Le chirurgien lui dit bah oui, c'est une infection de la prothèse, on va traiter l'infection. Il transmet le dossier à son centre de référence, au CRIOA, ce qui est plutôt une bonne attitude. L'équipe du CRIOA reçoit le patient en disant bah oui, ah oui, c'est une infection de prothèse, mais bon, c'est des choses qui arrivent quand le geste a été un peu plus compliqué. Il y avait une fracture, il y a eu un cerclage, on l'a vu dans le compte rendu. Ah bon, le fils, il dit, ben, moi je suis kiné, je sais ce que c'est qu'une fracture fémorale, mais on m'a pas expliqué que mon père avait eu une fracture fémorale. Ah, bah, c'est embêtant. Et donc là, voilà. Alors cette histoire, c'est pas une histoire que j'ai inventée, hein, c'est un vrai dossier. Diapositive suivante. Voilà, donc évidemment, la conséquence, elle est catastrophique, hein, donc, parce que là, vous êtes à peu près sûr d'avoir une expertise derrière. Donc, il faut expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ben, c'est très simple. Il faut dire, j'ai fait l'opération, j'ai mis la prothèse, mais pendant l'opération, j'ai eu une fracture du fémur. Vous avez un os qui est fragile, qui est ostéoporotique. On en avait d'ailleurs déjà parlé ensemble avant l'opération. Et dans la fiche d'information, vous vous souvenez que je vous avais expliqué que la fracture, c'était un événement rare, mais qui pouvait survenir. Cet os était fragile, c'est la raison pour laquelle il y a eu la fracture. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on a allongé un peu la cicatrice, j'ai été obligé d'inciser un peu plus bas, j'ai mis un fil métallique pour fermer la fracture, j'ai réparé votre fracture et j'ai mis une tige un peu plus longue pour que la prothèse ait une bonne tenue. Bon, voilà, je résume en quelques mots. Malheureusement, il y a un risque d'infection qui est un petit peu supérieur du fait que l'intervention a été plus longue et le geste a été un petit peu plus agressif. Mais on a résolu le problème, vous allez pouvoir marcher, simplement, voilà, sachez qu'il y a eu cette fracture. Donc voilà ce qu'il faut faire, il faut expliquer avec des termes simples ce qui s'est produit et ce que vous avez fait pour réparer. Alors, est-ce que tu peux Oui. nous donner les messages à retenir finalement? Alors, message à retenir, dernière diapo alors. Vas-y, tu peux suivre, tu peux continuer. Voilà, ça c'est ce que Bon, tu on nous va as, passer nous as ça, expliqué, si on est la un peu... façon de Voilà. noter. Donc, Un point sur la juste, traçabilité, voilà, la effectivement, traçabilité, c'est c'est important. Sachez que tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tout ce que vous avez expliqué au patient, doit impérativement être noté dans votre dossier. Il faut mettre un mot tous les jours, une observation médicale quotidienne, que le patient ait une complication ou qu'il n'en ait pas. C'est une obligation. Et donc, qu'est-ce que vous devez noter? La nature de la complication, ce qui a été fait, les examens complémentaires réalisés et leurs résultats, les avis demandés éventuellement à un tiers, un infectiologue par exemple, ou à un confrère, et bien entendu, si une nouvelle intervention chirurgicale est nécessaire pour réparer le dommage, il faut à ce moment-là donner une nouvelle fiche d'information et faire signer un nouveau consentement éclairé. C'est les éléments de traçabilité qui vont nous permettre, le cas échéant, de vous défendre et de prouver que vous avez réalisé l'information de manière convenable. D'accord. Voilà, les bénéfices sont toujours les mêmes, maintenir la relation de confiance, diminuer les risques de procédure, ça c'est prouvé, c'est très clair. Le dommage doit être ensuite analysé, comme l'a dit Patrick Georges tout à l'heure, éventuellement discuté en RMM ou aboutir à une évaluation des pratiques professionnelles, pourquoi pas, mais il faut utiliser ces événements pour améliorer nos pratiques. Donc voilà les messages à retenir. Toujours annoncer le dommage le plus rapidement possible. Le médecin responsable et son équipe doivent le faire. Une seule version simple, concertée. Toujours dire la vérité en expliquant ce qui a été fait pour réparer. Et ensuite, assurer bien sûr un suivi attentif auprès du patient dans les jours et les semaines qui suivent. N'oubliez pas enfin que seul votre dossier médical peut vous défendre. Alors, merci beaucoup Frédéric. J'ai une question qui m'est arrivée là sur le chat. Doit-on contacter Branchet avant d'annoncer au patient? On va le voir.
Patrick Georges. Ouais. Bon, merci Fred. Donc en fait, on va continuer un petit peu dans le temps qui nous reste la série des atténués des conséquences. On a vu la conséquence pour le patient, pour les autres patients, et puis on a vu la famille pour l'information. Et maintenant, donc, on s'intéresse au médecin lui-même, quoi. Donc le dossier, comme l'a raconté Frédéric, c'est notre meilleur ami, mais alors à condition de faire un compte-rendu précis de l'EIG, ce qu'on appelle un chronogramme. Chronogramme détaillé, c'est simple, on prend la façon la plus précise possible un timing en expliquant ce qui s'est passé. Comme ça, quand on fait une analyse après, eh ben, on comprend vraiment, on voit là ce qui n'a pas marché. Et puis il faut être factuel. Donc ça, le chronogramme, il faut le faire rapidement. Il faut le faire tout de suite dans la même journée qu'après l'événement. Parce que si on laisse passer un petit peu de temps, on a tendance à reconstituer l'histoire telle qu'on aurait aimé qu'elle se passe et non pas telle qu'elle s'est passée. Donc il faut être factuel et puis amener tous les éléments de preuve, les enregistrements, des photos d'écran. Vous n'avez pas pu enregistrer sur un cardioscope une anomalie, vous faites une photo, ça marche aussi. Tous les témoignages des gens qui étaient là. C'est une vraie enquête. Et puis se rappeler que lors du remplissage du dossier, l'avocat de la partie adverse lit par-dessus l'épaule du médecin. Marie, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce que vous venez de dire, je trouve important de vraiment, au-delà du chronogramme détaillé, à côté, se prendre un papier libre et noter son ressenti. Parce que nous, en fait, ce qu'on demande quand on est amené à ouvrir un dossier en sinistre parce qu'il y a une procédure ou une réclamation, on demande toujours à nos assurés de nous faire une déclaration circonstanciée. Donc c'est un document interne qu'on ne diffuse pas et ça permet aussi de donner le ton du dossier, de voir au-delà de ce qui s'est passé chronologiquement, les actes techniques, voir aussi, tiens, l'assuré a noté qu'à tel moment, le patient lui a dit ça. Sauf qu'il ne lui avait pas dit à la consultation pré-anesthésique, par exemple, voilà, et ça, il s'en souvient sur le moment, il fait la déclaration circonstanciée, où il se rappelle que l'infirmière du bloc, elle a eu telle réaction des choses qu'on peut oublier inattendue. Après, mais... Voilà, okay. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui pourrait nous permettre de sauver un dossier parce qu'on a telle information sur le moment et on l'a oublié 6 mois après, parce que, voilà... chaque jour, c'est différent, chaque opération. Donc ça, c'est extrêmement important d'écrire rapidement tout ça. Donc des fois, quand on dit qu'il faut mettre au repos, oui, on met au repos, mais au repos, on pense pour faire ça, il faut le faire sans tarder. Et puis, bien sûr, la traçabilité de tous les documents, l'information et du consentement éclairé dont on a parlé. Atténuer les conséquences, prévenir l'assureur. Voilà. Alors quand ? Dès que c'est possible. On ne va pas... Donc, dans les cas de H24, ce que je vous racontais, le patient encore sur la table mort, on appelle tout de suite l'assureur. C'est un peu rapide, disons. Ça, c'est uniquement parce que on va avoir la meilleure information possible pour pouvoir s'expliquer vis-à-vis du patient. Et le médecin peut être un peu paniqué, ce qui est normal. Et là, dans une sorte d'effet tunnel, il voit la chose puis il n'entend plus. Donc c'est bien qu'il puisse y avoir quelqu'un qui l'aide à ce moment-là. Voilà. Dès que possible, évidemment en fonction de la gravité de l'événement, et comment, comme l'a dit Marie, copie du dossier, compte-rendu détaillé, ce que tu appelles les circonstances, le rapport circonstancié. Et puis vous avez l'assistance, ceux qui sont chez Branché, c'est le H24, 7 jours sur 7, où vous tombez sur quelqu'un qui vous donne les premiers conseils, que ce soit en médico-légal ou en infectiologie. Et ça, je peux vous dire que ça marche. Ça, c'est précieux. Et puis, donc, ensuite, atténuer les conséquences, l'établissement. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans, l'établissement ? Il y a des choses à faire, l'établissement. Imaginez la cyberattaque. La cyberattaque, il y en a malheureusement de plus en plus. Et moi, j'ai eu des appels d'anesthésistes qui disent j'arrive au bloc, j'ai mon programme opératoire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de dossier, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne les connaît pas. Voilà. Et donc, le chirurgien il n'y en a plus rien. Bon, ça c'est un exemple que va faire l'établissement à ce moment-là. Il a des choses à faire. Ou bien, par exemple, on a une organisation défaillante.
Cas récent, maintenant c'est 1h30 quand j'ai le sang, je commande du sang d'urgence vitale, il met 1h30 pour arriver. Non, c'est 20 minutes. Donc, ce n'est pas 1h30. Donc, l'établissement doit tout de suite prendre en compte une organisation défaillante, de façon à ce que l'accident, par défaut de compensation de l'anémie du patient numéro 1, n'arrive pas sur le patient numéro 2. Il prend un taxi, il fait ce qu'il veut, peu importe, mais il doit agir. Et ça, c'est l'établissement. Après, il y a le dysfonctionnement matériel, c'est ce qu'on disait. Le réchauffeur qui brûle, l'insufflateur de Célio qui a une pression incontrôlable, enfin tout ça, ce matériel appartient à l'établissement. Il doit immédiatement être averti pour prendre les bonnes mesures. On ne laisse pas un appareil dont on a reconnu le dysfonctionnement toujours dans un bloc opératoire, parce que l'équipe qui l'a utilisé la veille a constaté une anomalie. Elle l'a signalé. Mais celle du lendemain qui va l'utiliser ne le sait pas forcément. Et j'ai eu un truc comme ça, il y a eu 3 fois des arrêts cardiaques lors de l'insufflation d'une célioscopie. C'est pas possible d'entendre ce genre de choses. Aussi. Et puis, les traumatismes psychologiques des équipes, quelquefois, quand c'est du très lourd, le personnel est choqué. Donc, il faut pouvoir prendre en conséquence cet événement-là en faisant intervenir des psychologues. Et contrairement à ce qu'on peut penser, parce que tout le monde, on pense toujours qu'on est extrêmement fort, pas du tout. Quand il y a un truc qui a choqué, on voit que les médecins, le personnel paramédical est très content d'aller discuter de ce qui est arrivé. Donc il y a des mesures immédiates à prendre, et puis il y a une communication interne et externe pour les médias, quelquefois. Il faut allumer des contre-feux quand il y a un truc qui passe dans la presse et qui peut faire des conséquences redoutables pour l'établissement ou pour les médecins qui ont été concernés. Donc atténuer les conséquences, l'établissement il peut avoir un rôle. Donc il faut tout faire pour éviter ce truc-là. Donc le médecin seconde victime, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Julien. On avait fait un article avec Hervé là-dessus. C'est tout simplement lorsqu'il y a quelque chose de très grave qui arrive à un patient, le médecin va le ressentir les effets, et on a malheureusement des cas où le médecin a été tellement atteint qu'on a eu des burn-out premier niveau et puis des suicides. Et vous savez très bien que dans nos spécialités, il y a un taux de suicide inacceptable, et on a malheureusement des cas où il y a eu deux accidents assez proches et le médecin ne l'a pas supporté. On peut même parler d'une troisième victime, qui est le patient d'après. Le patient suivant, oui, tout à fait. La troisième victime. Ou d'une quatrième, les collègues du médecin, voilà. c'est sans Donc, fin. en fait, c'est sans fin. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tout faire pour éviter. Donc, alors, juste avant ta conclusion, j'ai une dernière question. Oui, je t'en prie. On me demande une petite précision. Est-ce que le chronogramme doit faire partie du dossier médical ou plutôt du document interne, du rapport circonstancié qu'on garde pour sa défense? Alors, moi, je pense qu'il est Quels sont vos avis? Moi, là, je donne un avis médecin. L'avis juridique sera peut-être un peu différent. Moi, je pense que le chronogramme, il ne doit pas être dans le dossier dans le dossier parce qu'à ce moment-là, il risquerait de manquer de spontanéité. Oui. Ou d'exhaustivité. Et puis, dans un dossier, on n'écrit pas des choses. On n'écrit que les choses dont on est vraiment sûr. C'est que du factuel, oui. Voilà, c'est que du factuel. Or, quelquefois, on peut avoir un peu de ressenti. Tout à fait. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un document qui est à mettre dans les notes personnelles, un peu comme on le ferait avec une RMM, ce n'est pas communiqué. Marie, d'accord avec ça? Tout à fait, je suis d'accord avec ça, et je précise bien que la déclaration circonstanciée, c'est pour nous, pour l'assureur. D'accord. C'est simplement, ça nous permet d'avoir aussi un peu ce que pense l'assuré de ce dossier, ce qui est important, mais ça n'a pas à figurer les ressentiments ou s'il peut y avoir parfois des jugements de valeur, des suppositions, des hypothèses non avérées, ça n'a pas à figurer dans le dossier médical, au contraire, mais ça pourrait desservir. De la situation vécue, et donc ça mérite d'être quand même noté. La déclaration circonstanciée, c'est un outil pour la défense,
Mais le dossier médical, c'est ça que va regarder l'expert. Jamais la déclaration circonstanciée. C'est pour ça que le chronogramme qui sera fait par le médecin, entouré de l'équipe, bien sûr, sera ensuite utilisé éventuellement dans une RMM, quand on va faire l'analyse de cause. Et je rappelle encore une fois, j'en profite, que dans la RMM, on ne peut communiquer que la caractérisation du cas et les mesures correctives qui ont été mises. La partie analytique, cause primaire, cause secondaire, n'existe plus après la RMM. D'accord. Or, on utilise ce chronogramme pour faire l'analyse, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus complet possible, mais l'interprétation qui peut en être faite risquerait de nuire au médecin. Donc, puis le chronogramme peut aussi servir au vécu psychologique du praticien. On parlait tout à l'heure de burn-out, de sentiment de culpabilité. On peut arriver parfois à déformer la réalité, tellement on entend de choses, et de noter immédiatement après l'événement de sa propre écriture comment on l'a vécu et ce qui s'est passé, ça peut aider parfois à surmonter cette épreuve qui en est une aussi pour le praticien. Ça permet de remettre, là j'ai bien fait, non, c'est extrêmement important. Donc une petite conclusion très simple, je rappelle que ça c'est une cause très fréquente d'appel à l'assistance H24, donc il faut être préparé, et la simulation, toute la simulation qu'on a, peut préparer à ce genre de situation. Le cas le pire dont je vous parlais, l'arrêt cardiaque chez un patient jeune sur table, non récupéré, et que personne n'aurait vu venir, et qu'il faut ensuite aller annoncer ça à la famille, ça ne s'invente pas. Et heureusement, on ne peut pas être préparé par le vécu. Et donc, la simulation peut préparer. Julien, je pense que tu es convaincu. Oui, je sais que tu as tous les moyens pour ça et que tu le fais. Donc, je pense que ça, il faut essayer de le faire. Et puis, il faut agir vite parce que les actions immédiates sont primordiales pour la suite, pour toutes les protections, ce que vous avez vu sous forme d'atténuation avec les diverses millefeuilles, puisque tout peut s'enchaîner très, très vite. Donc, la réaction immédiate va entraîner une cascade derrière qu'il faut bien contrôler. Parfait. As-tu d'autres questions ? Non, je crois que c'est très bien. Si notre ami Christian Delaunay se demandait tout à l'heure qui doit déclarer l'événement indésirable à l'ARS. Alors, la réponse était quand même dans la présentation de Frédéric. Cette déclaration, elle peut être faite par le médecin lui-même, mais elle peut aussi être faite par un personnel administratif de l'établissement. Oui. Sous le regard attentif du médecin qui était présent. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Frédéric ? Non, tout à fait. Non. Voilà, donc elle ne doit pas forcément être faite par le praticien, l'individu lui-même, mais en tout cas, on conseille qu'il ait un regard attentif lorsque cette déclaration est réalisée. C'est exactement ça. Dans les faits, le médecin ne sait pas le faire et ne le fait pas. Par contre, l'établissement le fait très bien, mais ce qui va être envoyé par l'établissement à l'ARS va avoir des conséquences. On le sait. Donc il faut être sûr que ce qui est envoyé soit la réalité des choses et qu'il n'y ait pas des éléments à charge ou qu'il ne soit pas la stricte réalité. Donc le médecin, ou ceux qui ont été le plus concernés, doit quand même contrôler le document qui part. Ça, c'est extrêmement important. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre expertise ce soir et pour votre présence. Merci à vous d'être aussi nombreux à avoir suivi ce live. Il y a eu beaucoup de questions. On a essayé d'y répondre à quasiment toutes. Et on vous donne rendez-vous pour notre prochain live en vous rappelant que vous pouvez les suivre en rediffusion et que toute l'actualité de Branchet est également disponible sur les réseaux sociaux, sur le site internet de Branchet. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir.